Bonjour à tous, et bien bienvenue donc à la Sprint Review Easy Mesure numéro 53, donc qui s'est déroulé du 22 octobre 2021 au 7 décembre 2021. Le thème de cette sprint, c'est Sushi Bar. Et pourquoi Sushi Bar? Puisque pendant ce sprint, nous ouvrons donc l'ouverture donc du formulaire Sushi à nos partenaires donc d'Easy Mesure. Donc pour la création et la mise à jour des identifiants Sushi Counter 5. Et puis aussi, ce qui est important de noter, c'est le passage donc de la version 7.04 de Kibana à 7.14. Yannick en parlera tout à l'heure. Le thème de la précédente sprint, c'était B52. C'était une sprint qui n'était pas focalisée sur une fonctionnalité, mais surtout sur on va dire, sur les mises à jour des systèmes. Donc voilà, c'est pour ça que là, on tenait pour la dernière sprint avant Noël de mettre en place donc c'est cette nouvelle fonctionnalité qu'on évoque depuis pas mal de temps. Donc le sommaire de la sprint. Donc il y aura toute la partie communication. Je vais aussi parler sur les slides de Dominique qui est actuellement en vacances. Et voilà. Donc, et puis aussi, je tenais à souligner qu'aujourd'hui, on avait donc pour la dernière fois la présence de Steven qui va quitter l'équipe Easy Mesure pour travailler avec l'équipe Metador. Et donc, on est très content d'avoir travaillé avec lui pendant ces 3 dernières années et on va beaucoup le regretter. Voilà. Donc, je tenais à le signaler et que voilà, toute l'équipe, ben, je pense, se joint à moi pour remercier tout ce qu'il a pu apporter à l'évolution de nos travaux. Voilà, donc pour la partie analogisme, je vous parlerai des journées parseurs et puis notamment une nouvelle plateforme qui rentre dans la base de connaissances d'EasyParse, c'est la plateforme Omeka. Et puis donc la partie EasyParse, c'est bien Yannick en parlera sur la mise à jour de la documentation. Thomas parlera des réunions avec l'OCLC. Et puis, tout ce qui est production, eh bien, nous avons nos amis de d'IPROD, Julien Franck et Laurent Pelletier qui en parleront. Léo parlera de la partie Easy Meta, EZ and Paywall. Et puis, le thème du sprint, c'est Yannick et Steven qui vont en parler. Et on terminera avec Thomas pour Rhythmetrix et notamment sur EOS Pilar. Voilà. Donc, on va tout de suite enchaîner sur les métriques avec 4 nouvelles installations en France, en Algérie et aux USA, 2 assistances à l'installation pour Clermont-Ferrand, Auvergne, et puis l'assistance personnalisée, on en a consacré 3 heures. Pas de feedback au niveau des contacts EasyMesure, du formulaire de contact, et puis 7 nouvelles inscriptions dans EasyMesure pendant ce sprint. En ce qui concerne les supports mutualisés, donc pendant la période du sprint, on en a réalisé 2 avec Thomas, et notamment sur le reporting EasyMesure et un support qui a beaucoup de succès, c'est la certification des plateformes dans EasyParse et la comparaison avec les rapports Counter 5 des éditeurs. Voilà, on en a consacré pour 4 heures avec 22 participants et 18 établissements partenaires d'EasyMesure. Alors, pour les webinaires aussi, on a mis en place donc 2 webinaires pendant ce sprint. Un webinaire pour justement évoquer la migration, la transition donc de l'ancienne version Elastic Kibana 7.04 vers la nouvelle version 7.14. Yannick en parlera plus tard. Et un autre webinaire qui était très important, c'était donc l'ouverture du formulaire Sushi Counter 5 aux correspondants EasyMesure, donc qui sont partenaires d'EasyMesure. Et donc, on a fait un premier webinaire pour la saisie et la mise à jour des identifiants. Donc ça s'est déroulé le 29 novembre et il y aura un prochain webinaire qui va être organisé, j'en parlerai aussi à la fin, ça sera donc le 13 décembre, juste avant les vacances de Noël. Et puis
par rapport au blog, pas mal d'articles aussi qui ont été publiés, notamment un article, et on remercie d'ailleurs l'équipe de Claire Ries et de Philippe Fourneret qui ont mis à jour les tutos pour l'utilisation de d'EasyLogger, donc la petite extension qui vous permet de tester vos plateformes dans un navigateur avec cette petite extension qui interroge EasyParse. Et puis la journée parseur SR53 qui qu'on va évoquer là tout de suite, donc qui figure dans un article de blog, et puis les articles qui concernent la bibliographie rédigée par Thomas et l'élastique, la version 7.14 et donc le nouveau formulaire Sushi. Donc vous pouvez retrouver tous ces articles dans le blog easyparse.org. Et je vais donner la parole justement à Thomas qui va parler pour la participation à la Biennale numérique de l'ENSIB. Merci Frédéric. Alors, cette occasion de communiquer nous a été proposée il y a un petit moment par les collègues de l'ENSIB. On avait déjà participé à une table ronde il y a quelques années de ça sur le thème d'EasyParse et EasyMeasure. C'était moi qui avais parlé à ce moment-là. Et cette fois-ci, c'est Dominique Le Chaudel qui a fait le déplacement. On avait préparé à deux son intervention. Et il s'agissait de parler des métriques. Donc nous, on a parlé des métriques d'usage, mais il en existe bien d'autres, dans un contexte d'ouverture, ouverture des contenus, ouverture des données, etc. Donc on a participé à ce panel et on a présenté une vue un petit peu politique de ce que signifiaient les métriques en régime ouvert. Et puis on a plaidé pour une plus grande ouverture de ces métadonnées, les données d'usage qu'on considère comme des métadonnées. Et on a fait une proposition dans le cadre de ReadMetrics, c'est-à-dire ce que vous connaissez par cœur, hein, EasyParse et EasyMeasure, comme un outil pour permettre de récupérer, mais aussi d'exposer des données d'usage sous la forme de données ouvertes. Voilà. On a fait référence à plusieurs appels de chercheurs qui militent pour cette ouverture. Donc pas seulement l'ouverture des contenus, mais aussi l'ouverture des métadonnées, dont les données d'usage. Et on a fait référence aussi à la contribution qu'on a coécrite avec les collègues du Luxembourg pour la révision du Data Act, je vais dire recommandation, mais ce n'est pas le bon mot parce que j'ai un trou, européenne qui définit la façon dont les données doivent circuler au sein de l'Union européenne et entre les différents acteurs, entre les différentes parties prenantes, qu'elles soient productrices ou commercialisatrices de données. Donc nous, on a plaidé pour demander à ce que les éditeurs ouvrent l'accès aux données d'usage et que ça devienne des données versées au bien commun pour que tout le monde puisse s'en saisir. Et là encore, on a plaidé pour un dispositif du type ReadMetrics qui permet ça par construction. J'en dis pas plus, on vous renverra vers le support et vers le lien de la captation. Il me semble qu'il y a eu une captation dès que ça sera possible. Oui, directive, merci Marlène. C'était ça le c'est bien, c'est interactif. Fred, je te relaisse la parole. Merci Thomas. Donc on va passer à la partie analogiste. La partie analogiste, donc avec des métriques. Donc on a 468 parseurs qui sont intégrés dans la base de connaissances d'EasyParse. Alors on a un chiffre qui monte en flèche. C'est 72 depuis le sprint précédent, mais on a une explication à donner. C'est que en fait nos collègues qui travaillent pour le CLC travaillent sur beaucoup de parseurs de plateformes étrangères et donc on travaille avec ce tableau Trello qu'on vous a déjà évoqué, ce tableau Trello de suivi des plateformes qui forcément doit être mis à jour régulièrement pour pouvoir donner des métriques fiables. Sauf que chez ECLC, ils ont développé beaucoup de parseurs en pull request et donc leur colonne de
plateforme en développement n'était pas mis à jour, ce qui fait qu'on se retrouve avec un gros chiffre et c'est Steven qui a fait un petit nettoyage dans ce tableau Trello, ce qui fait qu'on se retrouve avec 72 parseurs ajoutés en une seule session et je pense que c'est plutôt disséminé sur plusieurs mois. Voilà, donc ce qui est important de noter, c'est le nombre de plateformes et de parseurs pour le SR. On en a 241 utilisés par les partenaires. Donc ce sont des chiffres EasyMesure du 30 novembre qu'on verra juste après. Et puis on vous rappelle inlassablement que si vous souhaitez avoir donc des données, je dirais fraîches à exploiter, il est conseillé de retraiter donc en début d'année tous les logs de l'année précédente dans EasyParse et de les reverser dans EasyMesure. Et puis, en cours d'année, vous pouvez le faire aussi au mois de juillet pour avoir une tendance sur les 6 premiers mois. Et donc, on va passer aux chiffres EasyMesure. Donc, ces chiffres EasyMesure, 241 plateformes qui sont détectées dans EasyMesure pour le SR. On voit que la plus grosse plateforme, enfin celle qui génère le plus d'accès, c'est la plateforme Istex. Ensuite, NCBA, Cyberlibris, Kern, Dalos et enfin Science Direct, ce sont le peloton de tête qui est assez stable depuis le début de l'année. Voilà, 131 millions d'événements de consultation donc au 30 novembre, donc c'est assez important et donc au mois de janvier, on vous donnera le total de l'année 2021. Alors on en vient aux fameuses journées parseurs donc qui sont organisées donc avec l'équipe EasyTeam. On a un nouveau développeur qui fait partie maintenant du trio de l'équipe qui s'occupe de la mise à jour des parseurs. C'est Léo qui va remplacer Steven. Donc Léo qui a travaillé sur la plateforme Omeka, je vais en parler juste après. On a aussi toujours des très bonnes interactions avec nos collègues et amis de la Bibliothèque nationale du Luxembourg. Je pense à Julie et Teresa. Et donc, on a mis à jour donc les plateformes BitOnline, Credo Référence, Stradalex et Naxos. Et dans le slide suivant, je fais un focus sur la plateforme Omeka, qui est donc, je le rappelle, une plateforme, donc c'est un logiciel qui est développé à l'INIS CNRS par nos collègues, donc Bernard, Alain et Nathalie Frick, qui donc permettent de mettre en ligne donc des données de recherche qui ne sont pas exploitées et ainsi qui sont mis à la disposition du grand public grâce à cette plateforme Omeka. Et donc, on a déjà commencé à créer un parseur pour pouvoir détecter plusieurs types de consultations, des recherches et notamment des références et des images. Donc, on a donc travaillé sur trois plateformes donc qui sont développées par Omeka, States, Images et Corea. Et on a une liste qui vient de nous être envoyée par Alain, qui est de 11 ou 15 plateformes qui vont être mises en production, enfin qui sont déjà ou qui vont être finalisées. Et donc, ça va nous permettre d'avoir je dirais, un panel assez important de la plateforme Omeka. Et le travail qui va consister donc à reconnaître donc les identifiants ARC et pouvoir donner des métadonnées donc sur ces identifiants, ça va être l'étape suivante qu'on fera donc en début d'année. Et notamment Yannick travaillera sur un middleware qui permettra justement d'interroger ces API qui nous permettront d'obtenir ces données bibliographiques. Voilà, donc c'est un travail qui va permettre à l'équipe de Meca d'avoir dans EasyMesure un espace dédié au Meca et qui pourront envoyer des rapports d'usage en type reporting donc aux différents interlocuteurs avec lesquels ils travaillent. Voilà, donc ça c'est un travail qu'on voulait souligner puisque c'était une volonté de faire un travail pour valoriser les données de la recherche. Et puis, je vais laisser la parole à Yannick maintenant, qui va parler donc des évolutions et de la documentation d'EasyParse.
Donc au niveau d'EasyParse, pas énormément de choses dans ce sprint. Cependant, il y a une chose notable, il y a eu quelques changements au niveau de la procédure d'installation en mode Docker. Donc suite à quelques changements qu'on a fait dans notre Docker, notre fichier Docker Compose, donc qui est le fichier qui s'occupe d'orchestrer les conteneurs, donc EasyParse plus sa base de données. On s'est donc rendu compte que que ça a fait planter une installation car il y a de nouveaux prérequis. Et donc, pour les quelques collègues qui lancent actuellement EasyParse en mode dockerisé, si vous êtes ici. Donc prenez bien note, la prochaine fois que vous mettrez à jour EasyParse, il y a donc quelques petites manipulations supplémentaires à faire une seule fois, qui sont donc détaillées. Voilà, c'est les quelques lignes de commande qu'on voit ici sur ce slide et qui sont détaillées dans la procédure d'installation d'EasyParse. Donc, et en dehors de ça, donc je vais laisser Thomas parler de ça, mais on a eu donc quelques réunions avec OCLC pour faire quelques mises au point. En Euh, effet. Euh, en fait, oui, on a deux nouveautés sur ce thème-là. D'abord, on a la bonne nouvelle d'un renouvellement de partenariat avec OCLC. Donc, on était en partenariat pendant 3 ans euh, avec OCLC, qui est une société à but non lucratif américaine qui commercialise, comme vous le savez, la solution EasyProxy et qui commercialise aussi une nouvelle solution de data analytics et stade d'usage qui s'appelle EasyProxy Analytics, dont j'ai fait une capture d'écran là, qui repose sur l'utilisation en sous-main de EasyParse et d'un équivalent d'EasyMeasure qui est opéré par l'OCLC pour lui-même et pour ses clients. Nous, on fournit la partie EasyParse et en tant que logiciel libre et du support un peu rapproché, des choses comme ça. Ce partenariat qui a couru sur 3 ans, il arrivait à son terme en décembre de cette année. Et on a pu le renouveler pour les 2 prochaines années, donc 2022 et 2023. Et ce renouvellement de partenariat, il se produit à un moment où l'équipe EasyTeam voit partir l'un de ses membres, Steven en l'occurrence, dont Frédéric a parlé tout à l'heure, pour un changement d'équipe. Et donc, on est une équipe EasyTeam un peu plus restreinte. Et donc, le travail qu'on va fournir à OCLC a nécessité quelques réglages qu'on a définis avec eux, en collaboration avec eux, à l'occasion de ces réunions que mentionnait Yannick. Voilà, j'en dis pas plus. Le travail va continuer sur à peu près le même front que ce qu'on avait entamé ces 3 premières années, c'est-à-dire surtout sur le front des parseurs et puis à la marge sur des histoires d'infrastructures et de déployer EasyParse sur un grand nombre de machines virtuelles. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a déjà travaillé avec eux et sur lesquelles on va continuer à travailler avec eux pendant 2 ans. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Merci Thomas. On va enchaîner avec l'équipe eProd, avec Julien et Laurent qui vont donc nous parler de ce qui s'est passé pendant le sprint au niveau de la production. Oui, merci Frédéric. Donc, dernièrement, on a réalisé une mise à jour des clés API pour ZMP Wall. Léo en parlera de cette opération plus en détail juste après. Donc, nous avons aussi effectué le passage des 5 nœuds ES en version élastique 7.14, un par un. Lors de cette mise à jour, on avait fait des tests sur un cluster à un seul nœud, mais le comportement d'élastique est différent sur un cluster à plusieurs nœuds, donc on a eu des soucis. Et sur un cluster à plusieurs nœuds, la communication entre Kibana et les élastiques doit obligatoirement se faire en HTTPS, et ce qui n'était pas le cas sur le cluster de test à un seul nœud qu'on avait. Ce qui a eu pour conséquence d'un retard de 3 heures sur la mise à disposition de cette mesure. Et donc, à l'avenir, pour éviter ce genre d'écueil, on projette de mettre à disposition
des développeurs un environnement multinode de test. Et puis, dernier point concernant la coupure électrique du 30 novembre à Enist. Donc, lors de l'arrêt et du démarrage, l'état du cluster élastique a nécessité une surveillance particulière pour que l'arrêt se passe correctement et le démarrage aussi. Et puis, comme tout a été arrêté, il n'y a pas eu de rotation de log le soir-là, évidemment, ce qui a nécessité de faire des reprises de traitement pour la production. Voilà pour moi. Merci Julien. Laurent, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, tout a été dit. Il a bien parlé, hein. Oui. Eh bien, je vais donner la parole, merci Julien, je vais donner la parole à Léo qui va enchaîner avec EZ Meta et sur EZ Paywall. Oui, alors bonjour à tous. Donc je vais parler du travail qui a été fait sur Easy Paywall. Donc premièrement, j'ai travaillé sur un service de gestion de clés d'API. Avant, on avait les clés d'API qui étaient gérées par un fichier, c'est-à-dire qu'on pouvait modifier et ajouter de nouvelles clés à la main, et c'était sur demande. Et donc le service que j'ai développé, il vient s'ajouter aux nombreux microservices qui peuplent déjà Easy Paywall, donc comme on peut le voir sur le schéma, mais il suit la même logique que ceux qui existent déjà. Et donc grâce à ce service, on va pouvoir gérer les clés d'API de manière instantanée, puisque maintenant, les clés sont enregistrées dans un Redis, une base de données qui est enregistrée dans la RAM. Et donc à chaque modification, ce sera directement disponible pour tous les autres services, le service GraphQL de mise à jour et d'enrichissement. Et donc tout ce que je viens d'expliquer, le service d'API Key, il va pouvoir être utilisé par la commande EZU. Donc sur la prochaine slide, hop. Donc on peut voir qu'on peut utiliser maintenant la commande API Key via EZU, et donc elle va être utilisée par l'équipe de production et l'équipe EasyTeam pour gérer les droits sur les clés d'API, les révoquer, en créer des nouvelles, etc. On peut passer à la slide suivante. Oui. Donc on a eu l'occasion d'échanger aussi avec un collègue du CCSD. Donc ils utilisent Unpaywall et ils étaient intéressés par notre miroir puisqu'il dépasse le nombre de requêtes quotidiens. Et donc, via le service que j'ai fait, on a créé une clé d'API pour qu'ils puissent commencer à faire leurs tests. Et donc, on peut voir sur nos logs d'accès qu'ils ont déjà commencé à utiliser. Et on va voir plus tard, lors de prochains rendez-vous, s'ils vont vouloir aller plus loin ou non. Et donc, pour la dernière slide sur Easy Paywall, donc on a également j'ai surtout corrigé des bugs et ajouté de nouvelles fonctionnalités sur les logs d'Easy Paywall. Donc, premièrement, on a corrigé un bug qui empêchait que la rotation de log se fasse correctement. Maintenant, on a bien un fichier de log par jour. Et on a également rajouté une colonne en plus dans les logs qui montre cette fois le temps de réponse des requêtes GraphQL suite à une demande en interne. Voilà pour Easy Paywall. Merci Léo. Eh bien, on va passer à la partie Easy Mesure et avec Steven et Yannick. Donc, ils vont parler des évolutions d'Easy Mesure, des mises à jour et aussi du thème du sprint qui est le formulaire Sushi. Voilà, à toi Steven. Oui. Donc, comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, nous sommes passés d'une version 7.4 à une version 7.14 de Kibana. Donc, on avait déjà développé le plugin reporting sur des versions antérieures de Kibana, et vu que les versions évoluent, il faut faire évoluer le plugin en même temps pour qu'il puisse continuer à être utilisable. Voilà. Donc, des changements ont été faits sur donc le reporting. Donc, au niveau de l'interface, pour coller aux nouvelles interfaces de la nouvelle version de Kibana. On peut voir qu'il y a un bouton Reload Tasks qui a été rajouté donc, pour recharger les tâches. Quand on clique sur les 3 petits points à droite de la ligne, on pouvait générer une tâche depuis ici, mais ça a été déporté, et j'ai rajouté une fonction de clonage d'une tâche, ce qui évite d'en recréer une et de remettre toutes les mêmes informations. Imaginons qu'on ait une liste de 10 utilisateurs, donc il faut réécrire les 10 mails ou bien les copier-coller. Et donc là, en fait, on clone la tâche, on pourra changer sa fréquence ou d'autres informations. Et comme je le disais, donc la fonction de génération a été déportée, donc on peut voir que sur la gauche, on a des petites cases à cocher. Et dès qu'on les
coche, on a un bouton qui apparaît au-dessus avec 2 actions possibles, qui est la génération et la suppression. Voilà, c'est ce qui a été changé sur le reporting sur cette nouvelle version. Donc pour continuer sur les changements d'interface de Kibana et même des changements intéressants, donc c'est sur la création de visualisation, ils ont rajouté ce qui s'appelle les lens. Et en fait, ça permet de créer des visualisations en glisser-déposer. Donc dans cet exemple, j'ai pris le champ platform name et par défaut, c'était un graphique un diagramme en barre, donc qui m'a affiché. Et bon, le GIF est un peu rapide, mais il va nous proposer aussi, selon les champs qu'on va mettre et les valeurs, d'autres types de graphiques. On va le voir quand je vais déposer le champ platform name. On va voir en dessous qu'il y aura 4 ou 5 graphiques. Voilà, on peut voir qu'il y a un donut de rajouter, il y a une donnée métrique, et là voilà, je clique sur le donut et on peut voir qu'on a un autre diagramme avec d'autres valeurs, enfin un autre affichage. Donc ça pourra permettre aux utilisateurs d'Easymesure de créer des visualisations assez facilement. On peut aussi changer, par exemple, en créant une table, on peut changer le nombre d'éléments dans une table ou rajouter des champs. Là, pour l'exemple, j'ai juste pris un seul champ qui donnait assez d'informations. Puis on voit que le camembert, l'affichage, là justement, les données Oui. sont dans le camembert et plus en légende sur le côté, ce qui est très lisible au niveau surtout de l'envoi de reporting. Donc voilà, c'est des évolutions graphiques qui sont intéressantes pour les utilisateurs. C'est ça. Alors, Du coup, vous enchaînez. C'est toi, Yannick? oui. Donc une partie de ce sprint a été dédiée au peaufinage du formulaire de saisie des identifiants sushi. Et donc nous avons commencé à ouvrir le formulaire donc aux correspondants. Je précise bien, pour le moment on ouvre uniquement aux correspondances des établissements. Sous réserve de participation aux webinaires qui sont dédiés à Sushi. On en a juste fait quelques-uns pour le moment. Donc notre but pour le moment est d'ouvrir donc progressivement à tous les correspondants au fil des webinaires. Donc on va continuer de faire des webinaires et progressivement on va ouvrir jusqu'à ce que tout le monde ait accès à ce niveau-là. Et le but qui sera plutôt dans les mois qui viennent, on va dire dans l'horizon trimestre 2022, sera de commencer à faire des tests de rapatriement, j'ai plus le bon terme, plutôt de moissonnage. Moissonnage. Merci. De moissonnage des rapports sushi. Voilà. Et donc le petit gif là, c'est surtout pour montrer, donc on a le formulaire a légèrement évolué avec une nouvelle méthode pour pouvoir tester facilement si les identifiants rentrés fonctionnent ou non. Ensuite, hop, nous avons un nouveau dashboard dans Easymesure qui nous permet de suivre l'impact de Click and Read. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Click and Read a été lancé il y a quelques temps. Donc Click and Read, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, qui vivraient dans une grotte, c'est donc une extension qui va nous permettre quand on surfe sur les sites des éditeurs, de pouvoir trouver les endroits où sont les revues en accès, enfin où on a accès aux revues. Donc ça peut être typiquement dans Eastex, ça peut être via Unpaywall et donc maintenant Easy Unpaywall, ça peut être Panist. Et donc Click and Read, qui a été du coup lancé et installé sur des milliers de machines, a un impact assez notable sur les applications qui sont notamment hébergées à Linist. On pense justement à Easy Unpaywall, Eastex et Panist. Et donc ce dashboard nous permet de mesurer cet impact. Et donc là on remarque une des choses, c'est qu'on est sur une semaine. On constate que Easy Unpaywall que Click and Read envoie beaucoup de requêtes. Là, on remarque sur Eastex, sur une semaine, on a presque 5 millions de requêtes, on en a presque 2,5 millions sur Panist.
Et on remarquera que Easy Paywall, qui a été prévu de base dès sa conception pour pouvoir gérer des recherches par lot au niveau des DOI, on remarquera qu'on requête dessus tout autant de DOI, à savoir à peu près 7 millions en une semaine, mais en beaucoup moins de requêtes HTTP, à savoir 300 000. On est sur un facteur assez énorme, ce qui fait qu'il consomme beaucoup moins de bande passante à l'inist. Donc ce suivi nous a permis de remarquer que l'application Istex et l'application Panist pouvaient potentiellement avoir besoin de quelques optimisations pour pouvoir faire des requêtes par lot afin de diminuer la charge, la charge et la bande passante qui est soumise par Click and Read sur le réseau de l'Inist. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on va continuer à suivre. Et il me semble qu'il y a déjà des discussions, notamment au niveau de l'équipe Istex, pour faire justement pour faire ces optimisations-là. Et le tableau, c'est un tableau transversal qui est dédié aussi aux équipes informatiques, notamment à, je ne sais plus son nom, à Sylvain, à l'équipe d'Angèle, tout ça, qui permet d'avoir un monitoring hebdomadaire sur l'impact de ces requêtes sur la bande passante. Précisément, tu fais bien de le préciser. Hop. Ensuite, section read metrics. Ça, c'est Thomas qui va enchaîner. C'est moi qui fais les meilleurs morceaux là. On avait répondu à un appel à candidature pour proposer un service de type ReadMetrics à un projet européen qui s'appelle EOSC dans le cadre d'une phase qui s'intitule EOSC Pilar. Et on a été sélectionné pour que le service ReadMetrics soit intégré dans le catalogue de services qui sera exposé sur l'infrastructure EOSC. Ça fait partie d'un work package qui porte le numéro 7 et ça fait partie d'un sous-work package qui porte le numéro 7.4. Donc on est intégré dans ce dispositif-là depuis quelques semaines. À ce titre-là, on a signé une convention de participation. Alors c'est un peu compliqué, je vous passe les détails, mais le Couperin et le CNRS sont co-déclarés dans cette formalité-là. On participe à des réunions de travail régulières avec les acteurs de ces dossiers-là, qui sont pour partie des collègues européens disséminés dans différents établissements, mais aussi des collègues du CNRS avec lesquels on a des échanges réguliers. Et il s'agit pour nous de travailler sur deux plans. Le premier plan, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'interfacer avec la proposition de fédération portée par EOSC, qui s'appelle Indigo IAM, qui est un peu l'équivalent de la fédération éducation-recherche, mais à l'échelle de EOSC. Donc il faut pour l'instant, là, notre travail, c'est d'arriver à évaluer si on est capable de faire ça, si ça a un sens pour nous, si on est capable de le faire et si ça ne nous coûte pas trop cher. Et le deuxième axe, c'est d'identifier des partenaires potentiels qui prennent part à EOSC en tant que service, et pour voir si on peut profiter d'autres types de services pour venir alimenter en données le portail ReadMetrics. Et ce portail ReadMetrics, notre idée, c'est d'en mettre en place une instance de démonstration qui sera ouverte à la fédération EOSC pour que les chercheurs et puis les collègues en établissement de tous les établissements européens potentiellement puissent venir se connecter à ReadMetrics, ouvrir un compte, ouvrir un espace et y verser des données de type EasyParse ou d'autres types de données d'usage et de les laisser accéder à cette espèce de bac à sable et du coup donner envie à ses collègues et à ses établissements d'installer pour eux-mêmes une instance de ReadMetrics, un peu comme en ce moment des établissements français installent des instances d'EasyParse. Là, on passerait à l'échelle supérieure et on proposerait l'installation d'instances ReadMetrics
distribués pour que chacun puisse avoir l'équivalent de la chaîne de traitement EasyParse plus EasyMesure dans son établissement, dans son consortium, etc. Donc voilà, on vous tiendra au courant des avancées et des progrès sur ce plan-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci Thomas. Eh bien, on va arriver à la fin de la sprint et on va parler des prochains rendez-vous. Le prochain rendez-vous de sprint, justement, la SR54, mardi 18 janvier 2022 à 10h30, toujours en distanciel. Les prochaines réunions GTI, on en a une qui est prévue en présentiel, j'espère qu'elle sera maintenue le jeudi 21 janvier 2022 de 10h30 à 16h30 à Paris. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les webinaires thématiques, on a le prochain webinaire sur la saisie vérification des identifiants Sushi Counter 5 dans EasyMesure pour les correspondants, le lundi 13 décembre 2021 entre 14h et 14h45. La ligne de vie, donc 2021 s'achève avec une ligne de vie qui est bien remplie. On voit aussi bien au niveau des sprints que des fonctionnalités que de la com qu'on a maintenu la barre. Hein, le bateau continue à bien voguer. Donc on a les migrations qui se sont bien déroulées grâce à l'équipe eProd. On a Counter 5 qui se met en place comme on l'avait prévu avec la saisie des données Counter 5 dans Sushi. Les webinaires au niveau com qui commencent à se mettre en place aussi pour justement aider nos correspondants. Et puis la biennale numérique que Thomas évoquait tout à l'heure. Et on voit que pour 2022, l'année 2022, ça va être une année vraiment Sushi parce qu'on va vraiment, comme disait Thomas, on est une équipe réduite et on va beaucoup axer sur le Counter 5 Sushi et ouvrir vraiment ce moissonnage on a envie que ça fonctionne bien à partir du printemps 2022. Donc notre travail va être axé là-dessus, sur la stabilisation de tout ça, le moissonnage et l'ouverture des espaces publishers aux correspondants qui peuvent déjà être dans EasyMesure ou des nouveaux qui ne seront pas dans EasyMesure avec leurs données EasyParse. Et donc, ça va être beaucoup de travail et donc pas mal de webinaires, de formation pour les tableaux de bord. Et donc, la ligne de vie est déjà bien remplie pour le prochain trimestre. Et puis, au niveau donc des formations, eh bien aussi, on a un support mutualisé sur la certification des plateformes qui a eu la première session a eu beaucoup de succès, donc on en refait une deuxième pour vous aider justement à comparer les données fournies par EasyParse qui sont présentes dans les tableaux EasyMesure avec les données Counter 5 fournies par les éditeurs. Donc là, actuellement, c'est encore l'ancienne méthode, c'est on télécharge le rapport chez l'éditeur et on fait une petite bidouille dessus pour avoir le total des total item request du rapport TR-J3 qui correspondait au JR1 précédemment du Counter 4 et les mettre en relation avec les articles HTML PDF fournis par EasyParse. Donc tout ça, c'est un travail qu'on fait, je dirais, en équipe et puis cette formation, on la renouvellera si on voit qu'elle a un nouveau du succès. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Et donc on arrive à la fin et toute l'équipe EasyTeam se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Hein. Il reste une semaine avant les vacances, enfin une bonne semaine et demie avant les vacances. Et donc c'était la dernière sprint de l'année et on espère vous retrouver bien le 18 janvier pour de nouvelles aventures. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour, moi j'ai une petite question. J'ai envoyé mes identifiants sushi l'an dernier et j'aurais voulu les mettre à jour, éventuellement faire une petite revue de ce qu'il y a déjà et voir s'il y a je sais qu'il y a des nouvelles bases et tout ça. Comment ça marche? Comment je fais? Est-ce qu'il faut que je rentre un fichier Excel ou quelque chose ou bien? Non, en fait, ce qui s'est passé, donc vous aviez fait partie de la première étape de test en fait qu'on avait mis en place l'année dernière en fait. C'est ça. Oui. Donc alors. Je m'engage en disant, Dominique a dit que normalement on devrait pouvoir, dans un second temps, pouvoir récupérer ces identifiants. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Donc, si en attendant, vous souhaitez quand même saisir des choses
pour quand même vous familiariser avec le formulaire Sushi, n'hésitez pas. En attendant qu'on puisse à nouveau les remettre. Voilà, c'est un petit peu la réponse, un petit peu entre les deux que je vous donne pour l'instant. Mais au moins, ça vous permettra de tester justement, faire le test de connexion qu'évoquait Yannick tout à l'heure, qui est très important, puisque ça va un petit peu aussi déterminer la suite du moissonnage. Et ça va permettre aussi, parce que comme on a pas mal d'établissements, donc là, au dernier webinaire, on a eu 15 établissements qui se sont connectés et qui ont commencé à saisir, à ressaisir même parfois des données, qui se sont retrouvés comme vous sans pouvoir les récupérer. Ça permet aussi de trouver les problématiques selon les éditeurs qui ne font pas tous exactement la même chose, c'est-à-dire que sur les 3 identifiants qui sont, je dirais, indispensables pour le sushi, eh bien, on peut se retrouver avec des disparités entre les éditeurs. Donc, ça permet un petit peu, justement, de participer à ces webinaires, d'avoir des retours des collègues pour justement ne pas se retrouver bloqué avec des tests de connexion qui ne fonctionnent pas. Voilà, Ok. j'espère que ça répond à votre question. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez. Vous aviez participé au premier webinaire, je ne me souviens pas si. Non, mais non, c'est pas tombé à un moment où je pouvais. Donc... D'accord, le prochain, c'est le 13. Non, Ah, il y en a un, il y en oui, a le un le 13, je 13. peux pas, mais je rattraperai sur janvier. Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va en faire pendant tout le mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, à ce moment-là, vous aurez en plus, par rapport à tous ceux qui auront déjà saisi des informations, peut-être des retours justement sur certaines problématiques d'éditeurs. Ouais. Ok, Ce qu'on merci. peut dire, Frédéric, c'est que Oui. il n'est pas essentiel de participer au webinaire pour commencer à saisir ces identifiants sushi. Il faut juste nous demander le rôle. Donc, c'est détaillé dans le billet de blog que j'indique dans le chat là. C'est pas ce qu'a dit Yannick tout à l'heure, hein. C'est-à-dire? Yannick, il a dit qu'il fallait qu'on participe au webinaire. Oui. Après, pour les collègues qui ne peuvent pas participer, parce qu'il y en a aussi, vous pouvez, le formulaire n'est pas sorcier à utiliser et vous pouvez, on tolérera quelques exceptions. Oui, non, mais c'est surtout que en fait, ça permet d'avoir des retours d'autres collègues sur justement, sur tel éditeur, le fait de participer au webinaire, ça permet de pas se C'est de temps en sentir temps, ouais, c'est isolé. mieux, mais Mm. c'est pas obligatoire. Par contre, ce qui Non, est non, c'est pas obligatoire, obligatoire. c'est que on est, nous, pour le début de l'année, vos identifiants sushi sans lesquels on ne peut pas procéder aux moissons. Et c'est surtout cet aspect-là sur lequel je voudrais insister. C'est que pour l'instant, on est vraiment dans la phase de collecte des identifiants sushi. Et c'est ce qui nous permettra dans un second temps de déclencher les moissons auprès des éditeurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, écoutez, en attendant, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à contacter l'équipe EasyTeam @couperin.org et on se fera un plaisir de vous répondre et puis ou de vous aider si vous avez des problèmes techniques dans tous les domaines, hein, que ce soit pour EasyParse, EasyMesure, besoin de formation, n'hésitez pas à nous contacter et on essaiera de vous répondre du mieux qu'on peut. Écoutez, je vous remercie de votre participation et puis bonnes vacances, bonnes fêtes à tous, hein, et puis bonne journée et puis rendez-vous à l'année prochaine.